En fait, il y a peut-être un préjugé au départ, c'est-à-dire que ça, c'est pas tout à fait la réalité. Les gens qui viennent pas en réadaptation cardiaque, c'est beaucoup des indépendants, des artisans, etc. Donc des gens qui sont parfaitement insérés socialement, mais qui juste peuvent pas se permettre d'interrompre leur activité professionnelle. Il y a pas de la réadaptation cardiaque, c'est pas un club med d'activité physique de luxe, et donc en fait, on a vraiment toutes les couches de la population. Le frein, c'est la disponibilité, beaucoup. Le frein du côté du patient, hein, parce qu'on a bien vu qu'il y a des freins aussi liés au centre de réadaptation eux-mêmes. Le manque de place et puis des freins liés aux prescripteurs. Après, oui, il y a des milieux où c'est beaucoup plus difficile de s'extraire de sa famille pour aller passer 3 semaines ou 4 semaines. Il y a aussi des milieux où culturellement, faire de l'activité physique quand on est une femme, et c'est pas du tout inscrit. Mais en tout cas, il n'y a pas de frein à l'admission puisque c'est des séjours qui sont pris en charge à 100% par la sécurité sociale. Et de même pour... De la phase 3, tu veux dire? De la suite? Oui. Alors la suite, clairement, hein, il était assez optimiste, Olivier. Dans les études, il y a presque un patient sur 2 qui a décroché au bout d'1 an. C'est pour ça que tous les programmes de sport santé, etc., se sont mis en place. C'est-à-dire pour que l'activité sportive, ce ne soit pas un luxe de personnes bien portantes et financièrement aisées. Et il y a beaucoup, beaucoup de mairies. C'est pour ça que c'est important, comme ça vous a été dit, de regarder un petit peu ce qui se passe dans votre ville, dans votre région. Il y a beaucoup, beaucoup de mairies qui ont mis en place des programmes qui sont même entièrement gratuits pour les personnes en ALD. Ça ne s'adresse pas qu'à nos patients cardiaques, ça s'adresse à toutes les affections longue durée. Ou alors des programmes avec des participations symboliques d'1 € la séance, etc. Et ça permet notamment pour les gens qui sont un peu en difficulté sociale, psychologique, etc., d'accéder à des programmes qui sont encadrés, qui sont peu coûteux, d'avoir le lien social qui va avec, etc. Après, sur les études de phase 3, il n'y a pas, à ma connaissance, d'études faites en fonction du profil social du patient. On sait que le profil social, c'est déjà un facteur de risque cardiovasculaire a priori. Mais en fait, ce qu'on sait, c'est qu'il y a énormément, beaucoup trop de patients qui décrochent. Après, on n'a pas forcément le profil du patient décrocheur, mais tout ce qui est mis en place aujourd'hui, c'est vraiment pour permettre à un maximum de patients de continuer. Et ça, c'est des choses qu'il faudra qu'on étudie quand on aura du recul sur toute la prescription de l'activité sport-santé, de voir quels sont les patients qui se sentent autorisés à y aller, quels sont les patients qui y vont vraiment, quels sont les patients qui persistent dans le temps. Et oui, ce sera une question très intéressante. Merci pour ces super topos. Le problème de la phase 3, est-ce que vous ne croyez pas qu'il doit se régler en phase 2? C'est-à-dire que l'adhérence... Bon, alors phase 2, j'imagine par exemple, vous prenez un patient qui est agriculteur, qui a fait un gros SCA, etc. Il est en phase 2, on lui a fait faire du vélo, du tapis, pendant X semaines. Ce sont des activités qui sont très très loin de son quotidien. Parce qu'on a des programmes standardisés qui doivent rentrer, qui doivent être intégrés dans ces programmes-là. Est-ce que le succès de la phase 3, c'est pas soit, comme vous l'avez dit, le plaisir qu'il a, etc., soit le bénéfice qu'il a eu en stade 2. Or, s'il a monté sa VO2 sur un vélo de 20% en phase 2, je ne suis pas sûr que ça lui apporte énormément dans sa vie courante s'il est bûcheron. Donc, est-ce que c'est pas à nous à adapter nos protocoles en phase 2, de sorte qu'il ait un bénéfice pour sa vie courante ou qu'il ait du plaisir? Alors on en a parlé un petit peu dans les perspectives, c'est sûr qu'il faut absolument adapter les programmes et que ça fait partie des conseils de phase 2, c'est-à-dire que moi la consultation de fin de réadaptation cardiaque, c'est qu'est-ce que vous avez prévu de mettre en place comme activité physique dans votre vie, qu'est-ce que vous pouvez faire facilement, que vous aimez faire. Il n'est pas question de demander à tout le monde de faire du vélo si les gens n'aiment pas faire du vélo. Donc voilà, on leur explique bien que ce qu'on fait en phase 2, c'est une remise en route, mais qu'à la sortie, avant de sortir du centre de réadaptation, il faut qu'ils aient en tête le programme qu'ils vont faire chez eux. Et comme on le disait tout à l'heure, ça peut être juste une activité physique sur le trajet du travail, il y a 1000 façons de bouger. Donc ça, c'est vraiment très important. C'est le boulot de la phase 2, mais c'est quand même aussi le boulot, alors pour travailler des deux côtés, puisque je travaille aussi à moitié en libéral, c'est quand même aussi beaucoup le travail des cardios qui suivent et des médecins traitants qui suivent les patients. Et pendant qu'on fait l'électro, pendant qu'on fait l'échographie, moi je passe mes consultations à demander alors est-ce que vous faites toujours votre marche une demi-heure par jour, est-ce que vous faites... Voilà. Et quand on en parle à chaque fois,
pour les patients, on pose la question de la tolérance du traitement, on pose la question de l'activité physique. Pour eux, c'est évident et c'est hyper gratifiant quand on a un patient qui revient au bout de 6 mois, au bout d'1 an et qui dit bah, vous savez, j'ai bien fait comme vous m'avez dit, je continue, etc. Si on leur pose plus jamais la question, c'est un peu comme le conseil minimal du fumeur, ils vont très vite repartir dans leur vie quotidienne et finalement se dire bah, s'il ne m'en parle pas, le médecin, c'est que c'est peut-être pas si important que ça, donc c'est pas grave. Donc je pense que c'est vraiment important aussi que tous les intervenants en santé, que ce soit l'infirmière qui vient faire la prise de sang, le médecin traitant, le cardiologue de ville, le cardiologue hospitalier, etc. À chaque fois, on repose la question de l'activité physique et qu'on essaye d'entretenir ou de relancer la motivation du patient. On est tous pareils, hein, on s'est tous mis à faire des programmes sportifs, des choses, et voilà, on a besoin de... Soit on y trouve du plaisir et du renforcement positif, mais ce n'est pas le cas de tous nos patients. Soit si on ne le trouve pas tout seul, le renforcement positif, il faut qu'il vienne de l'extérieur. Donc c'est vraiment notre travail de soignant de tous les jours, je pense, en réadaptation et hors réadaptation. Tu voulais ajouter ? Le cardiologue libéral à 80%. Je te rejoins totalement, mais est-ce qu'il ne faut pas justement faire une formation des cardiologues libéraux? Parce que combien aujourd'hui prescrivent de la réadaptation directement d'un cardiologue libéral? Il y en a très peu, j'ai l'impression. Il me semble que Martine Duclos avait montré que dans la prescription médicale de l'activité physique, le facteur prédominant, c'était le fait que le prescripteur fasse mieux de l'activité physique. Oui, mais c'est vrai, c'est un peu ce que je voulais dire tout à l'heure en disant on est convaincant si on est convaincu. Effectivement, si on fait soi-même du sport, ça va être beaucoup plus facile de donner envie aux patients, c'est sûr. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as répondu et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. La réussite de la phase 3, bien sûr, ça se prépare en phase 2. Et je pense qu'il y a deux aspects fondamentaux. Le premier, c'est faire face à la peur. On a des patients qui ne se rendent pas compte, on a d'autres qui sont terrorisés. Ils ont fait un infarctus, ils ont hyper peur. Donc toute cette phase où ils vont faire de l'activité physique encadrée, supervisée, ils vont reprendre confiance. C'est vraiment capital, la reprise de confiance. Et l'éducation thérapeutique qui participe sur la réponse aux questions. Il y a les ateliers, mais il y a tout au long du séjour en centre où on va adresser toutes ces questions. Ça, c'est la réponse principale qu'on peut faire. Et parfois aussi la peur de l'entourage. Parfois, c'est la famille qui peut avoir tendance à freiner le patient, en fait. Donc, si besoin, voir aussi la famille pour en discuter. Et puis, il y a un autre point aussi pour préparer la suite, c'est que finalement, il faut essayer de diversifier les activités en réadaptation. Pas effectivement rester sur gym, vélo, tapis. C'est vraiment, si possible, dès que les patients sont suffisamment stables, c'est d'aller vers avoir un éducateur en activité physique adaptée qui les sort du centre, activité extérieure, se rapprocher de la vraie vie, en fait. Ça, c'est un gros progrès dans le centre de réadaptation, c'est la présence des APA qui ont souvent d'autres propositions d'activité physique à faire et qui permettent de diversifier beaucoup les programmes. Est-ce que vous auriez d'autres questions ? Alors, je veux bien répondre en partie à cette question. On vous a parlé tout à l'heure du dossier HAS sur la prescription de l'activité physique. Je ne suis pas toujours fan des dossiers HAS, mais il se trouve que celui-là est vraiment excellent. Et dedans, il y a vraiment à qui adresser votre patient en fonction de son profil. C'est-à-dire qu'il y a des patients qui auront besoin d'être pris en charge par un kiné. Il y a d'autres patients qui seront très bien pris en charge par un APA. Et donc, voilà, c'est globalement, de toute façon, déjà pour le patient qui est passé en réadaptation, c'est un patient qui a été évalué à l'effort, donc on sait qu'il n'a pas de risque à l'effort, puisqu'on lui a proposé un programme adapté et qu'il a été testé avec une épreuve d'effort, avec un holter, avec tout ça. Donc vous pouvez y aller et prescrire l'activité physique après la réadaptation, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de risque particulier. Il faut bien qu'on ait tous en tête quand même que le plus grand risque pour nos patients, c'est de ne pas faire d'activité physique. Le risque à la pratique de l'activité physique, il est infinitésimal en post-événement parce que les patients sont traités, revascularisés, suivis, explorés, évalués, etc. Donc vraiment, le plus grand risque, c'est de ne pas les inciter à faire de l'activité physique. Et je ne sais pas ton avis sur les APA, mais ça se passe vraiment très très bien. Hein. Oui, absolument. Les éducateurs en activité physique adaptée, c'est des gens qui ont un master STAPS, donc qui ont quand même une formation à Bac+5, dont les 2 dernières années sont spécialisées sur la prise en charge des pathologies chroniques. Donc ils ont une formation qui est solide.
Après, il est certain qu'il faut, il me semble important d'établir des liens de confiance. Donc c'est pour ça qu'il faut aller chercher l'offre locale, bien les identifier, pas hésiter à les rencontrer, en fait, à les convoquer en centre ou au cabinet pour faire connaissance, tout simplement. Et puis, je pense qu'en passant un petit moment comme ça, on peut se rendre compte du sérieux de la personne. Je pense que très globalement, on peut leur faire confiance. Moi, j'ai la même expérience, je pense, que vous, que ça se passe très bien avec les APA. Voilà, donc on peut y aller, mais c'est pas mal de les rencontrer avant, pourquoi pas prendre un petit temps. Y a-t-il d'autres questions? Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va vous remercier d'être resté jusqu'à la fin de ce congrès, et puis vous souhaiter un bon retour chez vous si vous n'êtes pas d'ici, et vous dire à l'année prochaine pour le prochain congrès, j'espère. J'espère que tout ça vous a convaincu de l'intérêt du sport, de l'activité physique dans la prise en charge de nos patients, et on vous dit à bientôt. Peut-être que les organisateurs, voilà. Un petit mot, mais bon, 30 secondes. Merci à tous d'être restés parce que c'était d'une très grande qualité, comme toujours avec les topos du Gers. Et merci à l'auditoire d'être resté parce qu'il y a aussi, pour faire un bon congrès, il faut des experts de qualité, il faut aussi un auditoire de qualité. Et je crois que tout était réuni. Je voudrais remercier personnellement le noyau dur qui m'a beaucoup aidé à réaliser ce congrès, Karine Cossino, Dominique Marzial et Adrien Salem notamment, sans qui évidemment ça n'aurait pas été possible, et je crois que ça a été à nouveau une grande réussite. On a eu beaucoup de chance de pouvoir profiter de cet environnement, de pouvoir profiter d'une certaine enthousiasme à nouveau pour les congrès en présentiel après 2 années de Covid assez difficiles. Et je vous souhaite donc un bon retour chez vous, et je vous donne rendez-vous donc fin mai l'an prochain à Lyon pour profiter à nouveau de ces moments partagés de réelle amitié et de réelle confraternalité et professionnalisme aussi, parce que c'est quand même, il y a des très bons moments, mais on apprend aussi beaucoup de choses. Donc merci à vous tous et à vous toutes. Merci. Merci à l'équipe de nous avoir accueillis, merci aux organisateurs.